Edimacour, un éditeur vidéo par l'intelligence artificielle. Fatigué des sous-titres interminables, Edimacour simplifie tout. La localisation de vidéos coûte trop cher, Edimacour simplifie tout. Photo parlante IA. Rendre vos photos parlantes. Edimacour simplifie tout. Transformer des images en vidéos trop complexes, Edimacour simplifie tout. Edimacour simplifie le montage vidéo.
Ah, ça va. Monsieur le Président, Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. À l'entame de la séance, je voudrais porter à l'attention de la plénière les excuses présentées par l'honorable député Cheikh Ahmed Tidiane Youm, qui a adressé une lettre à ce propos pour s'excuser de ne pas pouvoir assister à la séance avec nous. Mes chers collègues, je voudrais vous informer que j'ai reçu les demandes de réintégration à l'Assemblée nationale des députés Amadou Ba numéro 2 et Mamad Talla Ndaw à la suite de la cessation de leurs fonctions gouvernementales. Ces demandes ont été examinées par le bureau, réuni le vendredi 5 juin 2026, et approuvées. En application donc des dispositions de l'article 124 de notre règlement intérieur, complété par l'article 11 de l'instruction générale du bureau numéro 003, portant sur les modalités de fin de suppléance et de réintégration du député titulaire, j'invite M. Amadou Ba, numéro 2, et Mamad Talla Ndaw à venir occuper leur place dans l'hémicycle. Messieurs les huissiers, veuillez installer Messieurs les députés. Chers collègues, par ma voix, l'Assemblée nationale vous souhaite la bienvenue dans vos fonctions de député. J'ai également reçu de nos collègues Marie-Angélique Mamselbe Diouf et Serigne Abdoulahat Ndiaye, nommés ministres, des demandes de suspension de leur mandat. Ils étaient élus sur les listes majoritaires de PASTEF. Acte est donné de leur demande de suspension. En vue de pourvoir à ces vacances et en application des dispositions de l'article L154 du Code électoral, j'invite respectivement Madame Salimata Dien et M. Abbas Ndiaye, candidats non élus sur les mêmes listes, à venir occuper leur place dans l'hémicycle. Messieurs les huissiers, veuillez installer les nouveaux députés.
Chers collègues, par ma voix, l'Assemblée nationale vous souhaite la bienvenue dans vos nouvelles fonctions. Mes chers collègues, j'ai reçu l'affaire suivante. Proposition de loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution. Acte a été donné du dépôt de cette affaire. Je rappelle que les auteurs de la proposition de loi ont demandé son examen selon la procédure d'urgence. Chers élus de la nation, Got your domain and a website? Now it's time to bring it to life. Welcome to AltaHost, where your website becomes unstoppable. Our light-speed hosting plans are like rocket fuel for your online presence. With unlimited bandwidth, a powerful CDN add-on, and cutting-edge advanced caching technology, your site will zoom past the competition with up to 5 times faster loading speeds. But speed is just the beginning. AltaHost puts your website safety first with top-notch web security. Featuring dedicated firewalls, DDoS protection, regular security updates, automated backups, and free SSL certificates, so your site stays protected 24/7. Take control with instant setup, seamless plugin management, and round-the-clock support from our expert team. Join the ranks of thousands of satisfied customers who trust AltaHost for their hosting needs. AltaHost. Settle your online life. En procédant à l'examen et à l'adoption de la proposition de révision constitutionnelle selon la procédure prévue à l'article 71 de la Constitution. Le peuple nous a confié un mandat. Ce mandat est clair et sans équivoque. Mandat que l'on doit honorer pour être à la hauteur du contrat de législature qui nous lie à lui. Nous le lui devons. En effet, les réformes de rupture constituent le socle idéologique de tout contrat de législature. Elles ne sauraient dès lors être appréhendées que sous le prisme de l'agenda populaire, le seul agenda pour lequel notre allégeance politique est inconditionnelle. Il convient ici de le rappeler, l'entreprise réformatrice n'appartient à personne si ce n'est au peuple sénégalais et à la représentation nationale dépositaire pleinement de la légitimité populaire. Digne représentant du peuple, l'objectif de la proposition de révision de la Constitution est d'ores et déjà atteint car l'initiative parlementaire avait pour ambition de créer les conditions d'une adoption de cette révision promise au peuple et qui tardait à être approuvée. Dans notre modèle démocratique, seules 2 entités peuvent se prévaloir du titre de pouvoir constituant, le peuple et l'Assemblée nationale. Nul autre pouvoir ne peut prétendre accéder à cette haute dignité. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale a toute compétence pour initier, adopter et, le cas échéant, approuver une révision ou une modification de la Constitution. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale n'est assujettie à aucune limite lorsqu'il s'agit de réviser la Constitution, si ce n'est le respect de la procédure même de la révision et la sanctuarisation des dispositions intangibles prévues à l'article 103, alinéa 7 de la Constitution. Autrement dit, la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé dans sa décision numéro 1C24 du 15 février 2024. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale a même pu accéder à une autre dignité reconnue par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision numéro 3C2006 du 18 janvier 2006, déclara au considérant numéro 10 de la dite décision que dans le cas de la révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation de la loi. Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, jamais démentie ni contredite depuis lors et qui n'a fait l'objet d'aucun revirement jurisprudentiel, conforte et confirme la prépondérance du pouvoir constituant dérivé dans la procédure de révision de la Constitution. mbokk yi waxtaanoon nañ wala communiqué yi bureau bi def ak conférence des présidents yégal na Sénégalais yi ni am na benn proposition bu am solo boo xam ne ay député andi nañ ko fii pour ñu xoolaat li nga xam ne
mooy constitution Sénégal di charte ndey réew mi ndey charte réew mi bi loolu amee it jaaral nañ ko fi ñu ko war a jaarale bureau bi xool na ba reconnaître ni c'est recevable ñu gaaral ko président de la République mu tontu it ci avis bi ma leeral fii nii kenn mësul jox président de la République benn ultimatum ndax tontoom du lu obligatoire du lu ko tënk bu ko neexee mu tontu bu ko neexee du tonk réunion conférence du président yéegal nañu ni ñi ngi xaar tontu président bu tontuwul ba délai bi jot li yoon wax mooy procédure bi day continuer loolu du ultimatum ñi bëgg a ut crise au sommet de l'État duñ ko utee foofu président tontu na tontu googu nag moom bu ko neexee mu garal ko askan wi li yoon wax mooy buñ ko jotee ñi nga xam ne ñoo def proposition de loi bi nañ leen ko yégal te yégal nañ leen ko ñuy fàttali nag ni lépp lu jëm ci révision constitutionnelle ñetti étape la phase initiative phase adoption phase approbation initiative bi mën na jóge ci président mën na jóge ci député yi bu dee voie parlementaire président bu ko soobee mu jël voie wu référendum directement comme ni ma amoon 2016 fii bu ko neexee it mu propose mu ñu andi ko assemblée waaye constitution bi may loolu président moo may ay député ñu mën a ñoom it yëkkati ne ñun dañuy proposer pour ñu modifier constitution bi kon kenn ëppalewu ci moroomam bu jaaree nag ci assemblée ñetti phase yooyu la phase initiative phase adoption phase approbation weesu nañu phase initiative ba ndax député yi gaaral nañ ko bureau bi recevoir na ko bind nañu président tontu na kon ñi ngi dëgmal phase adoption mooy plénière commission dina am ci commission yooyu bépp député am na sañ-sañu saytu def ay amendement am wax xalaatam buñ ko adopté ñu andi ko fii ci plénière buñ ko adopté plénière ba pare nag lañ koy delloo président de la république ndax procédure révision constitution dafa wuteek loi ordinaire wala loi organique ndax constitution bi la bu doon loi ordinaire wala loi organique buñ ko adopté ba pare dañ koy yónni président pour promulgation mais bu dee constitution dañ ci yokk benn étape mooy li ñuy wax après adoption dañ dem ci étape approbation boobu nag buñ ko adopté fii lundi prochain ba pare delloo ko président ci la am sañ-sañ moom ne pour approbation bi delloo naa ko assemblée te bu boobaa yoon dafa ne il faut ñu voter ko au 3/5 sinon approuvé wuñ ko su dee adoption bi majorité absolue rek la mooy 50% buñ ko wotee 51% adopté nañ ko mais bu dee approbation bu demee ci président mu delloo si ko fii il faut 3/5 sinon approuvé wuñu ko wala président te loolu mooy la voie principale ñu leeral ko président mun na ne man dama koy yóbbu ci référendum waaye référendum le projet adopté par l'Assemblée nationale la ñuy yóbbu référendum projet bi ñu adopté Assemblée nationale ba pare moom rek le président mën a yóbbu référendum mënatu ci laal benn article wala benn virgule mën na def recours conseil constitutionnel waaye mënatu ci laal benn article wala benn virgule kon ñi ngi dëgmal étape bu adoption ñiy wax ni dañoo foqati prérogative président mooy ñi bëgg a jaxase rek 2024 bii def nañ fi réforme constitutionnelle fii assemblée lañu def proposition de loi bi yàgg nañ koo def la ca des nag lu ñuy doxal la ndax réew mi ci démocratie ak ci yoon lay dox pouvoir yi dañuy liggéey bu ñu d'accordul am na fu mbaxane doonee benn fu ñu koy àttee loolu histoire mënu cee am xëccoo mënu cee am dóorante mënu cee am jàmm dina am ci réew ba mu mat sëkk ndax kenn ku nekk dina yem ci prérogative constitutionnelle am bu ko deful ñu dem fa ñuy àtte loolu jarul xulo kon assemblée nationale bii dina def li mu war a def lépp ci li nga xam ne mooy ay prérogative am ci wàllu yoon ak wote ay loi assemblée ci ëppale cër ñëpp ci wàllu révision constitutionnelle assemblée pouvoir constituant dérivé la ñaar ñoo moom pouvoir constituant bi
mooy peuple bi suñ ko sollicité directement ci référendum direct wala assemblée nationale keneen amu ko kon lii luñ matoon a leeral la ci lii nga xam ne moom la ñuy dëgmal muy projet bu am solo bu loolu weesoo mes chers collègues la porte-parole ok. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi numéro 15/2026 portant code du travail. La parole est donnée à Madame Béatrice Germaine Faye, rapporteure de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains. Mesdames et messieurs, parce que chaque rencontre est une opportunité de montrer notre fraternité, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Ceci étant, je m'en vais vous lire le rapport. Monsieur le Président, Monsieur les ministres, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le samedi 20 juin 2026 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 15/2026 portant code du travail. Le gouvernement était représenté par M. Mamadou Lamine Dianté, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public, assisté de ses principaux collaborateurs. Ouvrons la séance. Monsieur le Président a d'abord, au nom de la Commission, souhaité la bienvenue à Monsieur le ministre, ainsi qu'à ses collaborateurs. Il lui a ensuite donné la parole pour la présentation de l'exposé des motifs sous-tendant les dits projets de loi. Relativement à l'exposé des motifs, Monsieur le ministre a indiqué que le Sénégal a initié depuis quelques années une série de réformes pour améliorer l'environnement des affaires et renforcer le secteur privé tout en restant attaché aux principes et droits fondamentaux du travail ainsi qu'à la promotion et à la sécurité de l'emploi. Il s'y ajoute, selon lui, l'imitation du monde du travail du fait des progrès technologiques ayant entraîné le développement de l'autonomisation de certaines tâches et l'émergence de nouveaux métiers et de nouvelles formes de travail. En outre, la pandémie de la COVID-19 a impliqué le recours important à des modes de travail innovants, notamment à distance, en plus de l'utilisation croissante des mécanismes de l'économie numérique. Dans ce cadre, Monsieur le ministre dira qu'en plus de ces mutations et évolutions, le diagnostic de la loi numéro 97-17 du 1er janvier 1997 portant code du travail a fait ressortir des insuffisances et limites dont la non-conformité à certaines conventions internationales du travail ratifiées, l'obsolescence de certaines de ces dispositions et l'existence de vides juridiques, l'insuffisance des moyens juridiques d'intervention conférés à l'administration du travail, l'inadaptation aux mutations du monde du travail, la faiblesse de la contribution à la promotion de l'emploi, la faible prise en compte de la migration de la main-d'œuvre. À cet effet, le présent rapport de loi précisera-t-il a pour objectif d'adopter et de renforcer la législation du travail en tenant compte d'éléments de contexte juridique et économique mondial ainsi que les priorités définies par l'État du Sénégal en matière de création et de promotion d'emplois décents et durables. Monsieur le ministre a clos sa lecture de l'exposé des motifs en indiquant que ce projet de loi qui abroge et remplace la loi numéro 97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail modifié apporte les innovations majeures suivantes.
la définition des termes techniques, la mise en conformité avec certaines conventions internationales du travail, notamment celles promouvant les principes et droits fondamentaux du travail, l'institution du télétravail, la consécration de la dématérialisation de certains outils de gestion des ressources humaines et des procédures de l'administration du travail, le renforcement des moyens juridiques d'intervention de l'administration du travail et des sanctions en cas de violation de la réglementation du travail, la promotion de la formation professionnelle et le renforcement de l'encadrement de l'alternance, le remplacement du contrat de travail journalier par le contrat de travail occasionnel, l'assouplissement du régime du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, l'encadrement du placement du travailleur sénégalais à l'étranger et de l'embauche du travailleur étranger au Sénégal, la protection contre la violence et les harcèlements au travail, l'actualisation et le renforcement du dispositif juridique en matière de sécurité et santé du travail, le renforcement de la protection de la maternité, de l'enfant et du travail handicapé, la révision de la procédure de constitution des syndicats professionnels, le renforcement de la lutte contre le travail illégal, notamment en matière de travail temporaire, le renforcement de la protection du travailleur en chômage technique, l'institution du plan social comme une alternative au licenciement pour motifs économiques, le renforcement du dialogue social et de la négociation collective, la suppression de l'obligation de conciliation préalable devant les tribunaux du travail, la réinstauration de l'arbitrage et la consécration de la médiation comme mode de règlement des différents collectifs de travail. Intervenant à leur tour, les commissaires ont adressé leurs salutations et encouragements à Monsieur le ministre avant de faire part de leurs préoccupations et suggestions. Vos commissaires ont d'abord estimé que l'adoption d'un code, fût-il modernisé et protecteur, ne peut produire les effets attendus si les services compétents ne disposent pas de moyens juridiques, humains, matériels et financiers suffisants. À cet égard, il a plaidé en faveur d'un renforcement substantiel des prérogatives de l'administration du travail, notamment par l'octroi de moyens coercitifs plus efficaces, à l'image de ceux reconnus à d'autres administrations de contrôle et de recouvrement. Ils ont, dans le même esprit, attiré l'attention du ministre sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail, particulièrement dans les régions, afin de restaurer l'autorité de leurs interventions et de garantir une application plus rigoureuse de la législation sociale. Vos commissaires ont, dans la même dynamique, insisté sur le nombre limité d'inspecteurs et de contrôleurs appelés à couvrir l'ensemble du territoire national, alors que le tissu économique s'est considérablement densifié et diversifié. Cette insuffisance, selon eux, limite la fréquence des contrôles, affaiblit la protection des travailleurs et favorise le contournement des règles applicables. En conséquence, ils ont demandé au gouvernement de renforcer les effectifs, de spécialiser davantage les compétences, de doter les services décentralisés de moyens logistiques adaptés et de mettre en œuvre les engagements déjà formulés en faveur de la revalorisation de ce corps. Parallèlement, ils ont relevé que de nombreux travailleurs restent pendant plusieurs années dans une situation instable, sans transformation de leur engagement en contrat à durée indéterminée, sans protection sociale suffisante et parfois sans paiement régulier durant certaines périodes d'inactivité imposée. Ils ont cité, à titre d'illustration, la situation de travailleurs saisonniers, de journaliers, d'agents communautaires,
de personnes évoluant dans les universités, des entreprises industrielles, des hôtels, des hôpitaux, des ambassades, des sociétés de BTP et certaines grandes entreprises installées dans les zones économiques du pays. À cet égard, ils ont interpellé M. le ministre sur les mécanismes prévus pour empêcher la précarisation durable de l'emploi sous couvert de contrats renouvelés, externalisés ou subitement requalifiés. En outre, vos commissaires ont estimé que la possibilité de renouveler le CDD à plusieurs reprises, même dans la limite d'une durée globale de 4 ans, pourrait affaiblir la stabilité de l'emploi et retarder l'accès du travailleur au contrat à durée indéterminée. Ils ont ainsi appelé à maintenir la logique protectrice en évitant que la réforme n'ouvre une brèche excessive au profit de l'employeur. Dans cette perspective, ils ont suggéré que le travailleur titulaire d'un CDD puisse, lorsqu'il obtient une proposition de CDI, rompre le contrat en cours dans le respect d'un délai de préavis. Ils ont également demandé que les règles relatives au contrat d'essai soient strictement appliquées, notamment lorsque l'absence d'écrit doit entraîner la requalification de la relation de travail. Par ailleurs, vos commissaires ont interpellé M. le ministre sur les licenciements abusifs et les stratégies de contournement utilisées par certaines entreprises. Ils ont évoqué les licenciements présentés comme fondés sur des difficultés économiques, les changements de matricule destinés à transformer artificiellement des CDI en CDD, ainsi que les pratiques consistant à faire signer des contrats au nom d'autres sociétés appartenant au même groupe. Ils ont demandé les mesures correctives qui sont prévues pour mettre fin à ces procédés, protéger les salariés contre les ruptures injustifiées et garantir l'exécution effective des décisions rendues en leur faveur. Ils ont également sollicité des éclairages sur le traitement réservé à l'indemnité de licenciement, notamment sur le maintien, le renforcement ou la modification de ces conditions. Poursuivant leurs propos, vos commissaires ont dénoncé les situations de surexploitation, les salaires dérisoires, les horaires excessifs, l'insuffisance de protection sociale et le recours à une main-d'œuvre précaire ou étrangère au détriment des travailleurs nationaux. Ils ont, à ce propos, invité M. le ministre à prévoir des leviers de contrôle plus efficaces au sein des entreprises dans le souci de garantir le respect des normes de travail, la dignité des salariés et la protection de la main-d'œuvre locale. Sur le secteur informel, vos commissaires ont mis l'accent sur la nécessité d'organiser, de formaliser et de protéger les travailleurs de l'informel, y compris les travailleurs domestiques, dont la situation reste marquée par une grande vulnérabilité. Ils ont également interrogé M. le ministre sur les mécanismes susceptibles de favoriser l'emploi décent, l'élargissement de la protection sociale et l'intégration progressive de ces acteurs dans le système économique et fiscal. À leurs yeux, la modernisation du Code du travail doit contribuer à réduire l'écart entre la norme juridique et la réalité vécue par une large partie de la population active. Vos commissaires ont, dans la même veine, abordé la situation des agents de santé communautaire et d'autres catégories travaillant durablement sans contrat régulier ni avantages sociaux suffisants. Ils ont relevé que certains agents, bien qu'exposés à des risques professionnels élevés et engagés au service de structures publiques, ne disposent ni de contrats établis en bonne et due forme,
ni d'une protection sociale et sanitaire adéquate. Ils ont ainsi plaidé en faveur d'une clarification de leur statut, d'une régularisation de leurs conditions d'emploi et d'une cessation des pratiques contractuelles incompatibles avec les exigences du droit du travail, notamment lorsque l'État lui-même ou ses démembrements sont des employeurs ou donneurs d'ordre. Relativement au dialogue social, vos commissaires ont interpellé, Monsieur le ministre, sur le degré réel d'inclusion des partenaires sociaux dans le processus d'élaboration du projet de code. Ils ont estimé que les critiques exprimées par certaines centrales syndicales qui dénoncent une rupture de confiance et soutiennent que des points substantiels auraient été introduits après la phase de consultation, tout en rappelant l'existence du Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale. Ils ont distingué la consultation formelle du consensus effectif sur les dispositions les plus sensibles, notamment celles relatives au CDD. Ils ont, dans le même ordre d'idées, invité le gouvernement à clarifier sa vision de la réforme du syndicalisme au regard de nombre élevé d'organisations syndicales, de la question de leur représentativité et de la présence persistante de responsables retraités dans la défense des intérêts des travailleurs actifs. Vos commissaires ont également évoqué les innovations annoncées par le projet de code, notamment l'encadrement du télétravail, la dématérialisation, la pause allaitement, le prolongement du congé de maternité, la constitution des syndicats, l'encadrement du chômage technique et la requalification de certaines formes de travail. Toutefois, ils ont sollicité des précisions sur leur portée réelle, leurs conditions d'application et les mesures d'accompagnement prévues. Plus précisément, ils ont interrogé Monsieur le ministre sur l'impact du prolongement du congé de maternité pour les petites et moyennes entreprises, afin que cette avancée sociale ne devienne ni un frein à l'embauche des femmes, ni un prétexte à des pratiques discriminatoires contraires au principe d'égalité professionnelle. À ce niveau, ils ont appelé à une meilleure prise en compte du statut de la femme travailleuse. Selon eux, la modernisation du droit du travail doit renforcer l'égalité professionnelle, protéger la maternité, prévenir les discriminations à l'embauche et garantir que les mesures sociales adoptées en faveur des femmes ne produisent pas, dans leur mise en œuvre, des effets contraires à l'objectif recherché. Enfin, vos commissaires ont rappelé que le Code du travail doit rester un instrument de protection du travailleur, tout en préservant l'équilibre nécessaire avec les intérêts légitimes de l'entreprise. Ils ont souligné que des mesures trop rigides peuvent, si elles ne sont pas suffisamment accompagnées, peser sur l'investissement privé et l'emploi des jeunes. Néanmoins, ils ont considéré que cet équilibre ne saurait justifier la précarisation durable des salariés, le contournement des contrats de travail, l'affaiblissement de l'administration de contrôle ou la violation répétée des normes sociaux. Pour eux, l'enjeu central de la réforme réside dans sa capacité à ouvrir un nouveau cycle d'effectivité, de justice sociale et de dignité au travail. Reprenons la parole. Monsieur le ministre a d'abord salué la pertinence des questions posées et des contributions apportées par vos commissaires qui montrent leur appropriation du projet de code soumis à leur examen, avant d'apporter les éléments de réponse ci-après. Sur la réforme des pouvoirs de l'administration du travail, Monsieur le ministre a précisé que le projet de code élargit
les prérogatives de contrôle et de sanction des inspections du travail, il a ainsi évoqué le pouvoir de mise en demeure prévu à l'article 367 du projet de loi, la possibilité de prendre des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger grave et imminent pour la sécurité ou la santé du travailleur, ainsi que le pouvoir d'infliger des amendes administratives en cas de violation de la réglementation du travail. Il a aussi souligné que les inspecteurs pourront accéder aux lieux d'activité, à la documentation, aux logiciels et aux données numériques nécessaires au contrôle, avec la faculté d'obtenir des copies ou des restitutions sous une forme exploitable. Toutefois, M. le ministre a rappelé que les seuls moyens juridiques ne suffiront pas à garantir l'application effective du Code. Il a indiqué que l'administration du travail demeure confrontée à une insuffisance préoccupante d'effectifs, avec un total de 139 agents au niveau de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, dont 58 inspecteurs et 81. Il a précisé qu'à l'inspection du travail de Dakar, seuls 11 inspecteurs et 21 contrôleurs sont disponibles, alors que la concentration des entreprises y est particulièrement élevée. Cette situation commande, d'après lui, un recrutement conséquent de nouveaux inspecteurs et contrôleurs, ainsi que la mobilisation d'agents d'appui afin d'améliorer le ratio entre les nombres d'agents de contrôle et le nombre d'entreprises à inspecter. Dans le même ordre d'idées, il a plaidé en faveur d'une revalorisation des conditions de travail des agents de l'administration du travail. Il a, à ce propos, relevé que les inspecteurs et contrôleurs ne sont pas suffisamment bien lotis au regard de leurs responsabilités et des exigences attachées à leur mission, le renforcement de leurs moyens logistiques, la mise en place de mesures incitatives, l'amélioration de leur traitement et la formation continue du personnel apparaissent, selon lui, indispensables pour leur permettre de maîtriser les innovations introduites par le nouveau code et d'accomplir convenablement leur mission de prévention, de contrôle, de conciliation et de sanction. Il a, dans cette perspective, appelé la représentation nationale à accompagner cet effort par une allocution budgétaire suffisante au profit des services chargés de veille à l'application de la législation sociale. Répondant aux préoccupations relatives au travail saisonnier, notamment au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise, M. le ministre a expliqué que ce type de contrat est lié à la nature même de certaines activités, marquées par des cycles réguliers et des périodes d'interruption de travail. Il dira que le recours au contrat saisonnier peut, dans ces conditions, se justifier juridiquement, y compris dans une période relativement longue, dès lors qu'il correspond à la réalité objective de l'activité exercée. Néanmoins, il a insisté sur le fait que les travailleurs saisonniers doivent bénéficier de la protection sociale à laquelle ils ont droit. Le projet de code de la sécurité sociale ayant vocation de prendre en charge l'ensemble des catégories de travailleurs, qu'ils soient permanents, saisonniers ou occasionnels. S'agissant de la prolongation du congé de maternité, Monsieur le ministre a tenu à rassurer vos commissaires sur le fait que cette avancée ne saurait constituer un obstacle à l'épanouissement des droits de la femme travailleuse. Il a rappelé que la protection de la maternité relève à la fois de la protection sociale, de la santé au travail
et de la protection de la mère et de l'enfant. Selon lui, le risque ne réside pas dans cette protection, mais dans les comportements discriminatoires que le droit doit prévenir et sanctionner. Il a ainsi précisé que la protection de la femme en état de grossesse a été renforcée par la loi numéro 2022-02 du 14 avril 2022, tandis que la loi numéro 2022-03 du même jour a introduit dans le Code du travail des dispositions spécifiques relatives à la non-discrimination au travail. Le nouveau code va plus loin en interdisant la discrimination dans le recrutement, l'affectation, la rémunération, la promotion, la formation et la rupture de contrat de travail. Il a ajouté que les garanties en faveur de l'égalité professionnelle sont renforcées par l'élévation des sanctions applicables au délit de discrimination puni d'une amende de 500 000 à 10 millions de francs CFA et d'un emprisonnement de 3 à 1 an, conformément à l'article 452 du projet de loi. Il a également indiqué que le projet prévoit la mise en place d'un observatoire sur la discrimination, la violence et le harcèlement, chargé de suivre les pratiques en entreprise, de formuler des recommandations et de contribuer à l'évaluation des politiques publiques en la matière. Des actions régulières de sensibilisation, d'information et de formation seront, en outre, menées par des employeurs, des travailleurs et leurs organisations afin de prévenir les discriminations et de promouvoir l'égalité dans le milieu professionnel. Sur la durée et le renouvellement du contrat à durée déterminée, M. le ministre a rappelé que la législation du travail constitue l'un des éléments pris en compte par les investisseurs dans le choix des pays où ils souhaitent s'établir. Il a déclaré que la tendance au niveau mondial comme sous-régional va vers une certaine flexibilité tout en préservant l'équilibre entre la protection du travailleur et la compétitivité de l'entreprise. À ses yeux, la protection du salarié ne doit pas conduire à affaiblir l'outil de travail, car l'existence même de l'emploi suppose la préservation de l'entreprise. Il a précisé que le projet ne modifie pas la durée maximale du CDD. Il demeure fixé à 4 ans, mais introduit uniquement une flexibilité relative au nombre de renouvellements, avec la possibilité de procéder à 2 renouvellements avant l'éventuelle conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Concernant les agents de santé communautaire, M. le ministre a reconnu le caractère problématique de leur situation. Il a expliqué que, dans les comités de développement sanitaire, certains personnels sont recrutés et rémunérés à partir des recettes issues des tickets et de la vente des médicaments, selon des clés de répartition parfois insuffisantes pour garantir une rémunération décente et une protection sociale suffisante. Il a estimé que les réponses conjoncturelles consistant à affecter une part plus importante de ces ressources à la rémunération ne suffisent pas à régler durablement le problème. Selon lui, la solution doit être structurelle et pourrait passer par le recrutement progressif de ces agents par les collectivités territoriales. Relativement aux travailleurs de l'économie informelle, M. le ministre a indiqué qu'une attention particulière leur est accordée, notamment dans le cadre du projet de Code de la sécurité sociale. Il a précisé que ce texte prévoit des mécanismes simplifiés d'affiliation, d'immatriculation et de recouvrement au profit des travailleurs des petites unités économiques
dans le souci de faciliter leur intégration dans le système de sécurité sociale. Ces dispositions doivent permettre d'élargir l'accès aux différentes branches de la société, de la sécurité sociale, en particulier les soins médicaux, les prestations familiales, les risques professionnels et les pensions, tout en favorisant la transition progressive de l'informalité vers la formalité. Il a aussi assuré que les travailleurs de l'économie informelle ne sont pas laissés en marge des réformes engagées. Sur la sous-traitance, le travail temporaire, le placement et le travail dissimulé, M. le ministre a affirmé que le nouveau code en renforce l'encadrement. Il a indiqué que la réforme prévoit des pouvoirs de contrôle plus étendus et des sanctions administratives destinées à rendre la lutte contre l'illégalité plus rapide et plus efficace. Ces mesures visent à empêcher que la sous-traitance, l'externalisation et l'intérim soient utilisés pour contourner les règles protectrices du droit du travail et maintenir certains travailleurs dans une précarité injustifiée. Abordant la question du dialogue social, M. le ministre a soutenu que son département s'est conformé aux obligations prévues par la législation nationale et les conventions internationales du travail auxquelles le Sénégal est partie. Il a rappelé qu'une étude préalable a été confiée à un cabinet afin d'identifier les insuffisances du code en vigueur et les réformes nécessaires. À la suite de ces travaux, un comité de pilotage tripartite a été mis en place avec la participation des organisations d'employeurs, des centrales syndicales les plus représentatives. Il a ajouté que 2 réunions de mise à niveau ont été organisées avec des partenaires sociaux avant la transmission du projet au Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale, au sein duquel siègent notamment les représentants de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême, des ministères concernés et des partenaires sociaux. Cependant, M. le ministre a fait remarquer que la consultation préalable ne saurait être assimilée à une co-légifération. Selon lui, les partenaires sociaux reprochent essentiellement au gouvernement de ne pas leur avoir soumis de nouveau le texte après son adoption en Conseil des ministres afin qu'ils puissent formuler des amendements avant sa transmission à l'Assemblée nationale. Il a considéré que l'avis du Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale ayant déjà été donné, les obligations de consultation ont été respectées. En conséquence, il a présenté la démarche comme inclusive et participative, tout en annonçant l'organisation d'une séance de restitution des travaux de commission et de plénière avec les partenaires sociaux dans le but de lever les inquiétudes et de contribuer à l'apaisement du climat social. Sur la réglementation des syndicats, M. le ministre a expliqué que le nouveau code s'inscrit dans le respect des conventions de l'Organisation internationale du travail relatives à la liberté syndicale, contrairement au régime actuel qui subordonne l'existence d'un syndicat à l'obtention d'un récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur. Le nouveau dispositif permet aux syndicats de commencer ses activités dès le dépôt auprès de l'inspection du travail, les contrôles intervenant a posteriori. Au demeurant, il a précisé que la liberté syndicale ne se confond pas avec la représentativité syndicale. Si la première peut conduire à l'existence de plusieurs organisations, la seconde conditionne la participation à la négociation collective et repose sur des critères objectifs, notamment les résultats aux élections de représentativité.
Dans ce cas, il a annoncé l'organisation prochaine d'élections de représentativité dans le secteur de la santé, conformément au pacte de stabilité, afin de rationaliser la table des négociations. S'agissant de l'indemnité de licenciement, Monsieur le ministre dira que son montant est fixé par la loi et que le projet de code ne le remet pas en cause. Il a rappelé qu'en 2019, la Convention collective nationale interprofessionnelle a été adoptée et garantit aux travailleurs qui restent dans l'entreprise jusqu'à la retraite une indemnité de départ supérieure à l'indemnité de licenciement. En ce qui concerne les domestiques et gens de maison, Monsieur le ministre a rappelé qu'un arrêté portant revalorisation de leur salaire ainsi que celui d'autres catégories de travail a été pris en 2025. Il a soutenu que le Code du travail ne consacre pas de titre ou de chapitre spécifique à ces travailleurs, mais que ceux-ci demeurent soumis au champ d'application général du Code tel que défini par l'article 2. À ce titre, ils bénéficient de l'ensemble des protections reconnues par le droit commun du travail. Il a ajouté que l'intervention directe de l'État se justifie principalement pour la fixation des salaires catégoriels, qui ne peut être entièrement laissée à la négociation collective. Sur le remplacement du travail journalier par le travail occasionnel, Monsieur le ministre a expliqué que cette évolution emporte des implications juridiques et sociales importantes. En effet, le travailleur journalier est généralement engagé pour une prestation ponctuelle, rémunérée à la fin de la journée et sans continuité. En revanche, le travail occasionnel offre un cadre plus structuré et traduit une forme de stabilisation relative de l'emploi. Selon lui, cette réforme recherche un équilibre entre la flexibilité nécessaire à certaines activités et le renforcement de la protection du travailleur. Elle devrait contribuer à réduire la précarité attachée au travail journalier, notamment lorsque celui-ci est utilisé pour éviter la prise en charge des charges sociales liées à la retraite et à la protection sociale. Concernant les travailleurs étrangers au Sénégal, Monsieur le ministre a indiqué que la réforme s'inscrit dans la continuité des orientations relatives au contenu local. Elle vise à promouvoir l'emploi, les compétences et les expertises nationales dans les différents secteurs de l'économie, tout en maintenant l'ouverture du pays aux compétences étrangères nécessaires à son développement. Il a précisé que l'encadrement de l'embauche des travailleurs étrangers répond à l'exigence de transparence, d'autorisation préalable et de justification objective du besoin de main-d'œuvre étrangère. Dans un contexte marqué par le chômage des jeunes, l'État doit, indiquera-t-il, s'assurer qu'aucune compétence nationale disponible ne peut raisonnablement occuper l'emploi concerné avant d'autoriser le recours à un travailleur étranger. Il a ajouté que cette orientation est conforme aux pratiques observées dans plusieurs pays de la sous-région. Sur le relèvement de l'âge de la retraite des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes à 65 ans, Monsieur le ministre a indiqué que la Direction générale de l'IPRES a saisi son conseil d'administration par une note technique afin de modifier les dispositions du règlement intérieur et d'autoriser la validation des périodes de service effectuées entre 60 et 65 ans. Il a informé qu'à l'état actuel des textes, la seule possibilité consiste au remboursement des cotisations versées sur ces 5 années supplémentaires dans l'attente de la décision du conseil d'administration. Cette modification est donc nécessaire pour que les années accomplies au-delà de 60 ans soient effectivement prises en compte dans le calcul des droits à pension, a-t-il conclu.
Au moment du vote du projet de loi et conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vos commissaires ont examiné et adopté des propositions d'amendements présentées par leurs collègues. Ces amendements sont annexés au présent rapport. Satisfaits des réponses apportées par le ministre, vos commissaires ont adopté à l'unanimité le projet de loi numéro 15/2026 portant Code du travail. Ils vous demandent d'en faire autant si cela ne soulève de votre part aucune objection. Je vous remercie. Vous venez de lire une vingtaine de pages, vous serez obligé de rester pour en lire une dizaine encore. Chers collègues, je propose qu'on enchaîne avec la lecture du second rapport relatif à l'examen du projet de loi numéro 16/2026 portant Code de sécurité sociale. Honorable député, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains s'est réunie le samedi 20 juin 2026 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 16/2026 portant Code de la sécurité sociale. Le gouvernement était représenté par M. Mamadou Lamine Dianté, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public, assisté de ses principaux collaborateurs. Ouvrons la séance. Monsieur le Président a d'abord, au nom de la Commission, souhaité la bienvenue à Monsieur le ministre ainsi qu'à ses collaborateurs. Il lui a ensuite donné la parole pour la présentation de l'exposé des motifs sous-tendant le dit projet de loi. Relativement à l'exposé des motifs, Monsieur le ministre a rappelé qu'en 1962, l'État du Sénégal a partiellement ratifié la Convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail qui constitue la norme minimum de sécurité sociale. La transposition, dira-t-il, dans la législation des principes de disposition de la dite Convention s'est traduite par l'adoption de la loi numéro 73-37 du 31 décembre 1973 portant Code de sécurité sociale qui ne prévoit dans son champ d'application que les prestations familiales, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il a, en outre, indiqué que la loi numéro 75-50 du 3 avril 1975 relativement aux institutions de prévoyance sociale a été adoptée pour conférer un statut juridique à ces organismes tels que l'Institution de prévoyance et de retraite de l'Afrique occidentale et les groupements de prévoyance médicale qui se sont spontanément constitués pour gérer les risques sociaux. C'est ainsi que l'IPRAO est devenue l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, régie par le décret numéro 75-455 du 24 avril 1975, rendant obligatoire pour tous les employeurs et pour tous les travailleurs salariés l'affiliation à un régime de retraite. L'assurance maladie obligatoire, quant à elle, a été confiée aux institutions de prévoyance maladie régies par le décret numéro 2012-832 du 7 août 2012 abrogeant et remplaçant le décret numéro 75-895 du 14 août
1975. Monsieur le ministre a, dans ce sens, précisé que cette mise en place progressive des différents régimes a permis de consolider le système de sécurité sociale du Sénégal. Toutefois, ce système a révélé, à l'épreuve du temps, des limites relatives à la dispersion et l'obsolescence des textes, l'absence de mécanismes de gestion axés sur les résultats, la non prise en compte de l'évolution du droit communautaire en matière de sécurité sociale, l'insuffisance des prestations offertes, l'exclusion de certaines catégories de bénéficiaires, la faiblesse des moyens juridiques d'intervention de l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale en matière de sécurité sociale. Dans ce contexte, soulignera-t-il la nécessité d'une réforme en profondeur du cadre juridique de la sécurité sociale trouve toute sa pertinence. Cette réforme s'inscrit dans la mise en œuvre de l'axe 2 de la stratégie nationale de développement, capital humain de qualité et équité sociale, qui a pour ambition de construire un système de protection sociale inclusif et accessible à tous, conformément aux recommandations numéro 202 du 14 juin 2012 sur les socles de protection sociale et numéro 204 du 13 juin 2015 sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle de l'Organisation internationale du travail. Par ailleurs, Monsieur le ministre a informé que le présent projet de code transpose la directive numéro 001/CM/CIPRES du 12 décembre 2014 instituant un socle juridique de sécurité sociale applicable aux États membres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, notamment en matière de gouvernance et de gestion financière. Il a clos sa lecture de l'exposé des motifs en annonçant que le projet de loi qui abroge et remplace la loi numéro 73-37 du 3 avril 1973 portant code de sécurité sociale introduit les innovations majeures suivantes. L'harmonisation du cadre juridique de la sécurité sociale, la définition des termes techniques et des principes directeurs de la sécurité sociale, l'introduction dans la gestion des institutions de prévoyance sociale des mécanismes de gestion axés sur le résultat, le renforcement du rôle de la tutelle technique dans la gouvernance des IPS, le renforcement des moyens juridiques des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale en matière de sécurité sociale, l'institution d'un organe d'orientation et de coordination de la politique générale de sécurité sociale, l'amélioration de la gestion technique des branches et des prestations avec, notamment, l'instauration d'une pension d'invalidité, l'extension de la couverture aux travailleurs des très petites unités économiques et des travailleurs indépendants, l'institution d'une assurance maladie universelle composée d'un régime d'assurance maladie obligatoire des travailleurs relevant du Code du travail et du Code de la marine marchande, du régime d'assurance maladie obligatoire des travailleurs indépendants et du régime d'assistance médicale. Intervenant à leur tour, vos commissaires ont adressé leurs salutations et encouragements à Monsieur le ministre avant de faire part de leurs préoccupations et suggestions. Vos commissaires l'ont d'abord interrogé sur l'effectivité du recouvrement des cotisations sociales et sur les garanties prévues contre les manquements aux obligations contributives. Ils ont demandé de préciser le mécanisme de recouvrement forcé introduit par le nouveau texte pour faire face aux retards importants de versement, notamment dans les entreprises privées. Dans le même sens, ils ont attiré son attention sur la situation des travailleurs qui découvrent
au moment de la retraite que les cotisations prélevées sur leur salaire n'ont jamais été reversées à l'institution de prévoyance compétente. Au regard de cette situation préoccupante, ils ont souligné l'urgence d'une protection renforcée des salariés contre les employeurs défaillants ou malveillants, afin que le droit à la sécurité sociale conserve toute son effectivité. Relativement au financement du système de sécurité sociale, vos commissaires ont évoqué les conditions de vie difficiles de nombreux retraités, ainsi que la perception encore largement répandue de la retraite comme une période de précarité économique et sociale. À cet égard, ils ont demandé si le gouvernement envisage, dans le prolongement de l'adoption du nouveau code, des mesures complémentaires destinées à améliorer concrètement la situation des retraités. Ils ont également interrogé Monsieur le ministre sur l'existence d'études actuarielles récentes et certifiées permettant d'établir que les régimes actuels peuvent absorber le coût financier de la nouvelle pension d'invalidité sans entraîner une hausse immédiate des cotisations supportées par les salariés. Par ailleurs, ils ont insisté sur la gouvernance des institutions de prévoyance sociale, en l'occurrence IPRES, la Caisse de sécurité sociale et les institutions de prévoyance médicale IPM. Sur ce point, ils ont recommandé la réalisation d'audits afin d'apprécier la qualité de leur gestion, la transparence de leurs opérations et l'efficacité de leurs mécanismes internes de contrôle. Dans cette perspective, ils ont invité Monsieur le ministre à préciser les dispositifs de contrôle, de réduction des comptes et d'évaluation de performance prévus pour garantir une gestion durable des ressources. S'agissant de la couverture maladie, vos commissaires ont attiré l'attention de Monsieur le ministre sur les difficultés rencontrées par les mutuelles de santé, fragilisées par les retards de paiement des subventions dues par l'État. Ils ont souligné que ces retards compromettent leur capacité à honorer leur engagement envers les postes de santé, avec pour conséquence le refus de prise en charge de certains assurés. Ils se sont, par conséquence, renseignés sur le moyen par lequel le nouveau code sécurise le versement régulier, prévisible et pérenne de la quote-part de l'État, afin d'éviter l'affaiblissement durable du modèle mutualiste. Dans la même veine, les commissaires ont interpellé Monsieur le ministre sur les relations entre son département et les institutions de prévoyance médicale, ainsi que sur l'étendue du contrôle exercé sur leur activité. Ils ont notamment relevé les difficultés liées au recouvrement des cotisations, aux restrictions de prise en charge de certaines pathologies et aux plafonds appliqués à certaines opérations qui contraignent parfois les travailleurs à supporter eux-mêmes des dépenses pourtant couvertes par leur régime. En ce qui concerne l'extension de la protection sociale à certaines catégories de travailleurs, vos commissaires ont demandé si le nouveau texte permet de couvrir les travailleurs de l'économie informelle qui représentent de la sécurité sociale. Ils ont également accordé une attention particulière à la politique de placement des réserves financières des institutions de prévoyance sociale dont la gestion conditionne directement l'équilibre financier des régimes. Ils ont, en outre, interpellé Monsieur le ministre sur les garanties prévues pour encadrer ces placements, prévenir les conflits d'intérêts et éviter que les administrateurs siégeant dans les organes de gouvernance puissent entretenir des liens incompatibles avec les opérateurs économiques bénéficiaires des placements. Poursuivant leurs propos, vos commissaires ont sollicité des clarifications sur l'organisation interne
des institutions de prévoyance sociale. À ce propos, ils ont relevé l'existence, à côté du bureau composé notamment du président du conseil d'administration, du vice-président, du secrétaire et de son adjoint, d'un autre bureau exécutif comprenant un gérant, un secrétaire général et un trésorier. Ils ont souhaité connaître la différence entre ces deux structures, leurs attributions respectives et les modalités de leur articulation. Ils ont, sur le même sujet, demandé des précisions sur l'autorité de tutelle technique mentionnée à l'article 54 afin de savoir s'il s'agit d'une institution distincte d'un organe interne ou d'une structure rattachée au cabinet du président, ainsi que sur l'étendue exacte de ses missions et de ses prérogatives. Une part importante de la population active. De même, les mécanismes de financement envisagés pour garantir la pérennité de cette extension a été évoqué. Dans le même esprit, ils ont sollicité des précisions sur le taux de couverture attendu pour les travailleurs indépendants, sur l'impact réel des mesures proposées et sur les avancées concrètes susceptibles d'en résulter pour ces catégories de travailleurs. Ils ont, parallèlement, invité M. le ministre à clarifier le régime de déclaration des accidents du travail lorsque ceux-ci surviennent en dehors du cadre classique de l'entreprise, notamment en télétravail ou dans l'économie des plateformes. À cet égard, ils ont mentionné la situation des chauffeurs, des livreurs et des travailleurs soumis à ces nouveaux modes d'organisation du travail. Abordant la protection sociale de la femme salariée et des enfants, ils ont plaidé en faveur d'une meilleure prise en compte du statut de la femme salariée dans le système de sécurité sociale, notamment pour mieux répondre aux contraintes liées à la maternité et à la conciliation entre la vie professionnelle et responsabilité familiale. Ils ont aussi mis l'accent sur la situation particulière des élèves maîtres et, plus largement, des jeunes parents en formation, en suggérant de réfléchir à des dispositifs d'accompagnement tels que l'ouverture de crèches destinées à accueillir les nourrissons et à prévenir les ruptures de parcours scolaire ou professionnel. Pour mieux appréhender la portée de certaines dispositions de la réforme, vos commissaires ont sollicité des éclairages sur certaines dispositions techniques du projet de loi. Ils ont notamment interrogé Monsieur le ministre sur la procédure applicable en cas de préfinancement des prestations au regard de l'article 167 qui prévoit le versement direct du montant des prestations par l'institution de prévoyance sociale aux prestataires et structures de services de santé, sauf en cas de préfinancement. Ils ont également demandé des garanties sur la protection des données personnelles des assurés dans le cadre du système d'information interopérable prévu à l'article 71. Ils ont, à ce propos, souligné la nécessité de concilier la modernisation de la gestion des régimes sociaux avec la confidentialité des données, la sécurité des informations échangées et le respect des droits des assurés. Reprenons la parole. Monsieur le ministre a d'abord salué la pertinence des préoccupations exprimées par vos commissaires qui traduisent l'intérêt accordé à la consolidation du système national de sécurité sociale et à la protection effective des travailleurs. Il a ensuite apporté les éléments de réponse ci-après. D'emblée, il a relevé que la gouvernance des institutions de prévoyance sociale constitue une question majeure, notamment en raison du non-renouvellement de leurs organes délibérants, alors que le mandat de leurs membres est arrivé à expiration depuis 2016. Une telle situation
selon lui, révèle un manquement sérieux aux exigences de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité qui fondent les réformes engagées dans le secteur de la protection sociale. À cet égard, il a indiqué que le code en vigueur ne confère pas à la tutelle technique des moyens suffisamment contraignants pour obliger les organisations patronales et syndicales à renouveler leur instance. Le nouveau code apporte sur ce point une réponse institutionnelle plus ferme en permettant à l'autorité de tutelle, en cas de carence dans le fonctionnement des organes ou d'irrégularités graves et répétées, de prononcer la suspension du conseil d'administration et de mettre en place une administration provisoire. Il a ajouté que la dissolution du conseil d'administration peut également être décidée par décret lorsque les manquements constatés justifient une mesure plus radicale. Ce renforcement des pouvoirs de la tutelle vise à prévenir les blocages institutionnels, à restaurer la régularité du fonctionnement des organes et à garantir une gestion plus conforme aux exigences de travail, a-t-il précisé. Sur la composition et le fonctionnement des organes de gouvernance, M. le ministre a indiqué que le nouveau texte introduit des innovations destinées à rationaliser l'organisation des institutions de prévoyance sociale. Il a notamment cité la suppression du collège des représentants, la réduction du nombre d'administrateurs de 22 à 14, ainsi que la limitation du mandat des administrateurs à 3 ans renouvelables une seule fois. Ces mesures répondent, selon lui, à une exigence de bonne gouvernance en évitant la captation durable des organes de décision et en favorisant un fonctionnement plus resserré, plus lucide et plus responsable. Abordons la lutte contre les risques de mauvaise gestion ou de détournement. Monsieur le ministre a rappelé que le dossier de l'IPRES se trouve actuellement au niveau de la Cour des comptes, dont les conclusions permettront à l'État de tirer toutes les conséquences utiles. Il a, dans le même sens, souligné que le nouveau code renforce significativement les mécanismes de contrôle applicables aux institutions de prévoyance sociale, notamment à travers l'application obligatoire de normes comptables harmonisées, le respect des ratios prudentiels, le suivi d'indicateurs de performance et le contrôle exercé par l'autorité. Un instrument de consolidation et de la transparence financière, de la discipline de gestion et de la réduction des comptes. S'agissant du placement des réserves financières, Monsieur le ministre a souligné que le nouveau code impose au directeur général de présenter au conseil d'administration une politique de placement ainsi qu'un plan quinquennal d'investissement. Le conseil d'administration conserve, à ce titre, la responsabilité d'en assurer le contrôle et le suivi. Cette obligation vise à encadrer les choix d'investissement, à mieux sécuriser les réserves des régimes et à garantir que leur gestion demeure compatible avec les impératifs de prudence, de performance et de préservation des droits des assurés. Sur le recouvrement des cotisations sociales, il a rappelé que les institutions de prévoyance sociale disposent déjà de prérogatives de puissance publique pour recouvrer les cotisations dues. Le nouveau texte renforce ces moyens en leur permettant, après notification d'une contrainte, d'émettre un avis à tiers détenteur. Ce mécanisme permet, dira-t-il, aux institutions concernées de procéder à des saisies sur les comptes bancaires du débiteur afin d'assurer un recouvrement plus efficace des cotisations impayées. Il a précisé que cette innovation vise particulièrement les employeurs défaillants
dont les regards au refus de versement compromettent l'équilibre des régimes et les droits des travailleurs. Concernant les travailleurs pénalisés par le défaut de reversement des cotisations par leur employeur, M. le ministre a tenu à préciser que les prestations doivent être servies, même lorsque l'employeur n'est pas à jour de ses obligations contributives. Dans une telle hypothèse, il revient à l'institution de prévoyance sociale, notamment IPRES, de payer la pension due aux travailleurs, puis de se retourner contre l'employeur fautif pour recouvrer les cotisations. Il a ainsi souligné que le salarié ou le retraité ne doit pas supporter les conséquences des manquements de l'employeur, dès lors que les institutions disposent des moyens juridiques nécessaires pour engager le recouvrement auprès du débiteur réel. Relativement au financement de la sécurité sociale, M. le ministre a fait savoir que l'objectif du gouvernement est d'assurer le paiement régulier et effectif des prestations dues aux différentes catégories de bénéficiaires, y compris les femmes enceintes, les travailleurs indépendants et les autres assurés. Il a précisé que le financement de nouveaux régimes, notamment ceux destinés aux travailleurs indépendants, reposera principalement sur les cotisations des assurés, à l'instar des régimes existants. L'enjeu consiste désormais à définir les modalités de recouvrement adaptées dans le souci de garantir la disponibilité des ressources nécessaires au paiement des prestations et d'éviter toute rupture de droit pour les travailleurs concernés. Sur l'amélioration de la situation des retraites, M. le ministre a déclaré que la retraite demeure, dans la perspective de nombreux travailleurs, une période d'incertitude et de vulnérabilité. Il a indiqué que le nouveau code apporte une réponse à cette préoccupation à travers la généralisation de la retraite complémentaire cadre, permettant de relever le niveau des pensions de milliers de travailleurs. Cette évolution devrait contribuer à améliorer progressivement les revenus de remplacement et à atténuer la précarité économique à laquelle de nombreux retraités sont exposés. S'agissant de la pension d'invalidité, M. le ministre a précisé que l'innovation introduite a été proposée par l'IPRES après prise en compte des paramètres de viabilité financière. D'après lui, cette mesure constitue une évolution encadrée, conçue pour renforcer la protection des assurés sans compromettre l'équilibre des régimes concernés. En ce qui concerne les travailleurs indépendants et les acteurs de l'économie informelle, M. le ministre a informé que le nouveau code les prend effectivement en compte. Il a, sur ce point, informé que le régime des indépendants couvre l'ensemble des branches de la sécurité sociale, notamment les soins médicaux, les prestations familiales, les pensions de vieillesse, d'invalidité ou de survivance. Cette extension concerne les personnes travaillant pour leur propre compte, qu'elles relèvent du secteur formel comme les professions libérales ou du secteur informel, notamment les agriculteurs, les artisans et les forestiers, ainsi que les membres de leur famille. Par ailleurs, pour faciliter l'intégration de ces catégories dans le système national de sécurité sociale, M. le ministre a souligné que le nouveau code prévoit des mécanismes simplifiés d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation et de recouvrement au profit des travailleurs des très petites unités économiques. Ces dispositifs, mis en œuvre par les mutuelles sociales avec l'appui des institutions de prévoyance sociale, doivent permettre d'élargir l'accès aux différentes branches de la sécurité sociale tout en accompagnant la transition progressive de l'informalité vers la formalité.
Il a ajouté que l'affiliation obligatoire des travailleurs des très petites unités de production fera l'objet d'un décret d'application dont l'élaboration s'inscrit dans un ensemble de textes déjà rédigés ou en cours de rédaction par ces services en vue d'une mise en œuvre diligente du Code. Monsieur le ministre a également annoncé que le recouvrement des cotisations dont le secteur informel reposera sur une combinaison de méthodes adaptées aux réalités économiques des travailleurs concernés. Il a notamment évoqué la digitalisation des paiements, le recours à des plateformes électroniques, le développement de partenariats avec les associations professionnelles, ainsi que la mise en place de contrôles ciblés et d'un accompagnement progressif. Ces mesures doivent permettre de concilier l'exigence de recouvrement avec les capacités contributives réelles des acteurs de l'économie informelle. Concernant les travailleurs des plateformes numériques, il a précisé que leur protection dépend de la nature réelle de la relation de travail. En effet, lorsque le travailleur est placé sous l'autorité, la direction et le contrôle d'un employeur, la relation relève du Code du travail. En revanche, lorsqu'il exerce son activité de manière autonome, sans lien de subordination, il entre dans le champ du travail indépendant. Toutefois, il a souligné que cette distinction n'exclut pas la protection des travailleurs concernés, puisque les réformes du Code du travail et du Code de la sécurité sociale doivent être lues de manière complémentaire. Le premier protège le travail salarié, y compris lorsqu'il s'exerce à travers une plateforme numérique, tandis que le second étend la protection sociale aux travailleurs indépendants. Sur les accidents survenus en situation de télétravail, Monsieur le ministre a indiqué que la couverture s'applique dès lors que l'accident intervient par le fait ou à l'occasion du travail. À cet effet, le nouveau code retient des critères objectifs liés aux lieux, aux horaires et aux liens avec l'activité professionnelle exercée. Lorsque ces critères sont réunis, l'accident peut être qualifié d'accident du travail, que le salarié se trouve dans les locaux de l'entreprise ou en télétravail. Il a, dans ce sens, informé que les institutions de prévoyance sociale disposent de procédures de contrôle et de déclaration obligatoires permettant de vérifier la légitimité des sinistres, dans un équilibre entre protection effective des travailleurs et prévention des fraudes. S'agissant des institutions de prévoyance maladie, Monsieur le ministre a apporté des éléments de réponse sur la gouvernance et le financement en les replaçant dans le cadre des institutions de prévoyance sociale. Il a rappelé que les réformes engagées visent à améliorer la transparence, à rationaliser les organes de décision et à renforcer le contrôle exercé par la tutelle. Ces évolutions doivent contribuer à une meilleure prise en charge des travailleurs et à une gestion plus rigoureuse des ressources issues de cotisations. Sur les mutuelles de santé, Monsieur le ministre a précisé que le Code de la sécurité sociale ne légifère pas directement sur le régime juridique, celle-ci relevant du cadre applicable de l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle. Néanmoins, il a relevé les difficultés liées aux arriérés dus aux structures de santé et indique que, depuis 2024, l'État a résorbé une grande partie de cette dette. Il a ajouté que des efforts supplémentaires sont en cours pour combler le reliquat, afin d'éviter que les assurés ne soient privés de prestations du fait des tensions financières supportées par les mutuelles et les structures sanitaires.
au titre de la protection des données personnelles dans le cadre des systèmes d'information interopérables, Monsieur le ministre a rappelé que la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel s'applique à tout dispositif mis en place. Il a estimé que l'expérience des institutions de prévoyance sociale montre qu'elles ont, jusqu'ici, manipulé les données des bénéficiaires avec responsabilité. Il a assuré que ces services veilleront à la protection des données personnelles des assurés, afin que la modernisation des systèmes d'information ne porte pas atteinte à la confidentialité des informations traitées. Concernant la protection sociale de la femme salariée et la prise en charge des enfants, Monsieur le ministre a indiqué que l'État travaille à la mise en place de crèches conformément aux évolutions déjà consacrées par la loi numéro 2022-03, complétant certaines dispositions du Code du travail. Il a rappelé que, selon le dispositif, la création d'une crèche devient obligatoire dans les entreprises comptant au moins 25 femmes en âge de procréer. Cette mesure